Je m'appelle Sébastien Stormac, je suis manager de l'équipe Solution Architect pour Alexa en Europe. Donc Alexa, c'est l'assistant vocal d'Amazon. Juste un petit sondage, qui a un Alexa ou un Amazon Echo? 4, 5, 6, ok. On vient de lancer au mois de juin en France, donc c'est disponible en France. Je crois qu'on peut l'acheter à Luxembourg aussi, si vous habitez à Luxembourg. L'acheter en Allemagne ou en France et le faire livrer ici. La livraison Amazon, elle marche pas au Luxembourg. Pour les Echo, pour Alexa. Oui, pour ce qu'on appelle reste du monde dans les pays où on ne supporte pas la langue, c'est pas encore... Et donc aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne Alexa sous le capot et puis vous montrer comment développer des applications pour Alexa, ce qu'on appelle des skills, mais le modèle est exactement le même que les applications de votre smartphone. Il y a tout un ensemble de choses qu'Alexa peut faire quand vous l'ouvrez, c'est ce que nous on fournit. Et puis il y a un skill store, comme un app store, où vous pouvez activer des skills tierces et mon équipe travaille avec des développeurs tiers, en général des grandes marques. Si vous allez sur le Skill Store France, vous allez voir tous les radios, les TV, les journaux, les marmitons, la fourchette, SNCF et autres. On travaille avec ces gens-là pour aider à développer des skills qui, j'espère, fournissent la meilleure expérience possible pour nos clients. Donc voilà, je suis basé à Londres, ça ne s'entend pas nécessairement dans mon accent, et je crois que je suis le speaker qui revient de plus loin pour venir vous parler aujourd'hui, parce que j'étais à Seattle hier matin, et voilà, je viens de rentrer. Tous les 10 ans à peu près, on constate un changement de paradigme dans la manière dont les humains interagissent avec les machines. Si vous pensez à comment était l'informatique dans les années 60, vous êtes trop jeune pour avoir connu ça, mais c'était les cartes à puce. Il y a des gens avec des cheveux blancs là-bas derrière. Les cartes à puce, j'ai dit non, les cartes perforées. Je n'ai pas connu ça non plus. Moi, je suis rentré sur le marché de l'informatique fin du siècle passé. On commençait à parler client-serveur, GUI, etc. Puis est arrivé le web, je sais pas, vous vous souvenez peut-être des premières applets Java. Les applets Java, j'avais fait des applets Java ici à Luxembourg. Puis les mobiles il y a 10 ans, et maintenant on rentre vraiment dans le mode d'interaction vocale. Pourquoi? Parce que le mode la communication par la voix, c'est le moyen le plus naturel pour nous de parler. On apprend à parler avant de lire ou d'écrire. On parle avec nos parents, on entend des sons déjà avant la naissance. Et notre vision chez Amazon, c'est de créer l'ordinateur du futur, celui qui est omniprésent autour de nous, toujours bienveillant, toujours là pour nous aider. Ah, c'est peut-être mieux pour pouvoir... ouais. Et nous pensons que ça va être non pas une évolution, mais vraiment une révolution dans la manière dont les gens non techniques, les gens, mon papa, ma maman, interagissent avec des systèmes informatiques. C'est 1000 fois plus facile de dire quand je rentre chez moi, Alexa allume la lumière, plutôt que de façon mobile, trouver mon téléphone, le débloquer, trouver l'application Ikea ou Philips, trouver le truc, cliquer dessus, etc. Bon, évidemment, vous allez me dire, parfois il y a des interrupteurs à côté de la porte, ça peut marcher aussi, mais quand même, pas toujours. Donc Alexa fonctionne dans le cloud, toute l'intelligence d'Alexa est sur les serveurs d'Amazon. Je vais vous montrer comment ça marche. On va faire une démo ensemble aussi, on va créer une skill, si tout va bien, si les dieux de la démo sont avec nous. Et on a 2 API importantes autour d'Alexa. La première s'appelle Alexa Voice Services, AVS. Alexa Voice Service, ça permet d'inclure Alexa dans votre appareil. Donc ce n'est pas nécessairement pour vous, c'est plutôt pour les fabricants d'appareils connectés. Si vous avez un appareil qui est connecté au réseau, qui a un speaker et un microphone, vous pouvez avoir Alexa dedans. Et on a plus de 20 000 références aujourd'hui, je ne parle pas d'unités, je parle de références distinctes, d'appareils distincts qui sont vendus avec Alexa aujourd'hui. Ça part dans tous les sens, ça va de la lampe connectée au haut-parleur connecté Sonos One, la machine à laver avec Whirlpool, le frigo avec LG, les voitures connectées avec Audi, BMW qui ont fait des annonces, des ventilateurs, enfin... À partir du moment où c'est connecté, il peut y avoir Alexa dedans. Donc, pour vous, clients, c'est le même Alexa que vous achetez un Amazon Echo ou un appareil tiers. En réalité, ce n'est pas tout à fait vrai, mais notre vision à long terme, c'est que ça soit exactement la même expérience, que vous parlez à Alexa dans votre machine à laver, dans votre frigo, dans votre micro-ondes, ou l'appareil Amazon Echo que vous avez acheté qui est dans votre salon. On n'est pas encore tout à fait là, pour être honnête, il y a encore des petits gaps de différence entre du third party et ce que nous on fait, mais l'idée c'est d'avoir une convergence la plus parfaite possible, le plus rapidement possible. Est-ce que vous m'entendez bien dans le fond? Est-ce que je dois parler un peu plus fort? Okay. Donc AVS, 20 000 produits sur le marché aujourd'hui
intégré avec Alexa, et je répète, ça va de la voiture au micro-ondes, donc ça part vraiment dans tous les sens. Vous pouvez vous le faire vous-même aussi, vous achetez un petit Raspberry à $30, $40, et il y a plein de tutoriaux sur YouTube qui expliquent comment, en connectant un speaker et un micro, un speaker à votre Raspberry, comment créer votre Amazon Echo vous-même en do-it-yourself avec Raspberry et Linux, etc. Très amusant. Des applications mobiles également, vous pouvez avoir Alexa sur votre application mobile, des robots, enfin ça part dans tous les sens. Et de l'autre côté, on a Alexa Skill Kit, et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui, ASK, qui est une API qui permet d'étendre les fonctionnalités d'Alexa. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a ce que Amazon met dans Alexa. Quand vous l'ouvrez, vous dites Alexa joue de la musique, quel est le temps demain, est-ce qu'il va pleuvoir aujourd'hui, mets-moi un timer pour 10 minutes, quelles sont les nouvelles. Ça, c'est ce que Amazon met dans Alexa. Raconte-moi une blague, comment vas-tu, veux-tu m'épouser? C'était une... Elle a reçu plus de 500 000 demandes en mariage, Alexa. Apparemment, les clients l'aiment beaucoup. Et puis, vous pouvez étendre ses capacités en créant des applications pour Alexa. On appelle ça des skills, et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Si vous connectez sur le Skill Store, que ce soit dans l'application Alexa ou sur alexa.amazon.fr, vous voyez toutes les skills qui sont disponibles. Mondialement, on a plus de 60 000 skills aujourd'hui. Alors, elles ne sont pas toutes traduites en français. Ne vous attendez pas à trouver 60 000 skills sur le Skill Store français, pas demain en tout cas. Mais on a plusieurs centaines de skills disponibles en français. Et comme j'ai dit, tous les grands groupes de presse, radio, télé, journaux, des grosses startups, Marmiton pour les recettes de cuisine, La Fourchette pour les réservations de restaurants, la SNCF, Air France, et d'autres, Télé Loisirs, Akinator, je suppose que vous connaissez le jeu, vous pouvez jouer sur Alexa également. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Netatmo, qui est une société française également, la RATP, enfin... Voilà, la plupart de ceux auxquels vous pourriez vous attendre sont là et sont disponibles. 3 moyens de trouver ces skills, le Skill Store, et il est disponible sur alexa.amazon.fr, ou vous allez sur amazon.fr/skill et vous pouvez activer. Il n'y a rien à télécharger, tout se passe dans le cloud, donc il n'y a pas un truc à downloader, il n'y a pas de bits et bytes à mettre sur votre Amazon Echo. C'est activer une skill sur votre compte Amazon et automatiquement elle sera disponible pour l'ensemble des appareils connectés à votre compte Amazon, que ce soit des appareils tiers ou des appareils Echo. Donc on a le Skill Store sur le web, on a le Skill Store dans l'application Alexa, donc vous avez besoin de l'application Alexa pour enregistrer votre device, ou alors simplement vous demandez à Alexa, dites Alexa active tel skill. Parfois il ne faut même pas lui demander, elle commence à devenir suffisamment intelligente pour dire Alexa trouve-moi un restaurant, ah la skill machin peut vous aider à faire ça, est-ce que vous voulez activer? Oui, et voilà vous êtes parti sur les skills. Ça va? Pas de questions? Je ne vais pas trop vite. 3 types de skills, c'est un peu plus compliqué que ça, il y en a plus que 3, mais enfin essentiellement 3 familles de skills, ce qu'on appelle des flash briefings, je commence par la gauche, enfin par la droite, à ma gauche. Les flash briefings, ce sont des skills extrêmement simples qui fournissent un flux RSS de nouvelles, typiquement pour les infos. Extrêmement simple à utiliser parce qu'une fois que vous avez activé une skill de flash briefing, vous dites Alexa, quelles sont les nouvelles? Et elle va lire les infos des flux RSS des skills que vous avez activés. Donc l'interaction est très simple, c'est quelles sont les nouvelles. Le développement est très simple aussi, parce que vous avez juste à nous fournir un flux RSS et on charge du reste. Donc il n'y a pas de code à écrire, c'est extrêmement simple, limité en termes de conversation, mais très effectif. Moi je rentre dans ma cuisine le matin, Alexa, what's new? Et j'ai mon résumé des infos de la nuit de la BBC ou de Sky News, en fonction de ce que j'ai activé. Autre type de skill, les smart home skills, pour contrôler des appareils connectés que vous pouvez avoir. Donc si vous êtes un fabricant d'appareils connectés, Philips, Ikea, Netatmo ou autre, vous pouvez contrôler les appareils connectés à travers la voix dans un ensemble de domaines que nous avons définis. Donc aujourd'hui, on supporte tout ce qui s'allume et s'éteint, allume et éteint, turn on, turn off. Tout ce qui est contrôle de température, quelle est la température, j'ai froid, augmente la température, diminue la température, met la température. Tout ce qui change de couleur, Alexa met du bleu dans le salon, si mes ampoules Philips supportent ça, j'ai la couleur qui change. Donc c'est HVAC, contrôle de température, contrôle d'éclairage, contrôle des locks, des portes, donc ouvre et ferme les portes, enfin surtout ferme, ouvre on ne le supporte pas encore. Pas pour une question technique, pour une question de sécurité simplement, pour éviter qu'il y ait quelqu'un derrière la fenêtre ou derrière la porte qui dit « Alexa, ouvre la porte !» Et touc, elle ouvre la porte. Donc c'est le genre de choses qu'on veut éviter pour le moment. Enfin, ça va y venir avec un code PIN ou des choses comme ça. Donc Smart Home, c'est pour les vendeurs d'appareils connectés. Et puis celle dont on va parler aujourd'hui, c'est Custom. Et Custom, vous faites ce que vous voulez. Comme le nom l'indique,
Libre à vous d'implémenter ce que vous voulez. Exemple de custom skill, la SNCF, Marmiton, des skills pour écouter des podcasts ou des skills qui permettent de trouver un restaurant, de réserver une table, de réserver un voyage. C'est des custom skills. C'est un peu plus compliqué une custom skill parce que vous, le développeur, vous êtes en charge de la création du modèle vocal. Donc c'est à vous de définir quelle va être l'interaction entre le client et Alexa. Ça va être à vous de dire, voilà, les questions possibles, ça va être ça. Ensuite, Alexa va poser telle question de suivi pour collecter plus d'informations. Et puis l'étape suivante du dialogue, ça sera ça, etc. Donc il y a une vraie étape de design de conversation pour créer une custom skill. Finalement, la partie code d'une custom skill, c'est la partie la plus facile. Et la plupart d'entre vous dans cette salle, vous êtes des développeurs, vous connaissez Python, Node.js, Java. Donc créer une skill, techniquement, c'est assez simple. La partie compliquée, c'est quel est le bon moyen de fournir le use case que je veux implémenter au travers d'une conversation. Et ça, nous, développeurs, on ne sait pas faire. On ne sait pas bien le faire ou c'est nouveau. On sait comment créer un site web, on sait comment créer une application mobile, on fait ça depuis 10 ans, un site web depuis 20 ans. Créer une bonne expérience vocale, c'est nouveau. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de le faire, vous n'allez pas en trouver sur le marché, il y a 2-3 bouquins qui existent. Et donc, travailler sur cet aspect conversationnel, c'est l'aspect le plus challenging, mais le plus agréable également avec Alexa. C'est trouver comment, en un minimum de questions, en un minimum de phrases, arriver à fournir une valeur ajoutée pour le client. Donc, bien trouver le use case, bien trouver le dialogue. Il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. On a appris un peu, ça fait 4 ans qu'on fait ça chez Amazon, donc on commence à savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et il y a quelques règles à suivre. Mais dites-vous bien que l'utilisation d'une skill, c'est très bref. En général, c'est une très courte interaction pour obtenir l'info que j'ai besoin, et puis après, c'est terminé. On dit souvent que sur une page web, les gens restent, je ne sais pas, quelques minutes. Dans une application mobile, on reste même pas 1 minute. Sur Alexa, c'est encore plus court. Alexa demande à Netatmo quelle est la température dehors. Pouf. Elle me répond, la température dehors est de 6 degrés. Voilà, terminé. J'ai l'information que j'ai besoin. Pas besoin de réengager avec une question. Est-ce que je peux faire quelque chose d'autre pour vous? Non, merci. Pour 2 raisons. D'abord, statistiquement, on sait que la plupart des gens répondent non à cette question-là. Et puis, au plus le dialogue est long, plus statistiquement, on a un risque de planter. Et donc, ne réengagez pas un dialogue. Le client a eu son information. Restons-en là. Terminons sur une bonne impression. Et s'il veut demander quelque chose après, il pourra toujours demander quelque chose d'autre après. Si vous développez une skill, il y a 2 choses à faire. D'abord, il y a une partie à faire sur developer.amazon.com, donc le portal de développement d'Amazon, qui n'a rien à voir avec AWS. Si vous connaissez AWS, c'est complètement séparé. C'est le portal de développement des applications. Amazon a aussi un App Store traditionnel pour ses tablettes, pour la Fire TV, des choses comme ça. Donc, c'est developer.amazon.com. Et là, on va définir ce qu'on appelle le Voice Interaction Model. On va définir les intentions, on va définir les utérants. Je vais expliquer tout ça dans la démo. Mais globalement, c'est tout ce que l'utilisateur peut dire à Alexa, tout ce qui va servir à Alexa à reconnaître ce que le client a dit. Ça, c'est sur developer.amazon.com. Puis de l'autre côté, vous devez avoir un web service. Vous vous souvenez des web services? Il y a encore des gens qui font des web services. Donc un web service, une pièce de code qu'on peut appeler par HTTPS. Vous l'hébergez où vous voulez, vous la développez dans le langage que vous voulez. Du moment qu'on peut vous appeler par HTTPS en vous filant un JSON et vous nous rendez un JSON, nous on est content. Donc c'est un back-end. Vous le faites comme vous voulez. Évidemment, on aime bien quand vous le faites sur AWS. Et ici, dans ma démo, je vais utiliser AWS et je vais utiliser Lambda, qui est un service de code à la demande, je vais dire, pour exécuter du code sur le cloud. Mais je répète, ce n'est pas nécessaire de développer sur Lambda. Vous développez dans le langage de programmation que vous voulez et vous hébergez ce code où vous voulez du moment que vous pouvez l'exposer en HTTPS avec un certificat valide. OK? Par ça. C'est pour ça qu'aussi AWS, ça aide, vous savez pas, à gérer les certificats, et on reprend tout ça. On fournit 3 SDK, et je vais reparler des SDK un peu après. Un SDK enfin oui, non, ouais, je vais en reparler un peu après. Je vais rester dans l'ordre des slides. Donc comment ça marche, Alexa, si on soulève le capot et qu'on regarde comment fonctionne Alexa. À gauche, vous avez l'utilisateur, tout part de là. Ensuite, on a un appareil Echo. Ici, j'ai mis un Echo, mais ça pourrait être un appareil tiers avec AVS, c'est exactement la même chose. Et puis, on a le cloud, un beau cloud bleu, Amazon Alexa, où se passe toute la partie compliquée de reconnaissance de la parole, etc. À droite, vous avez votre service, votre back-end, implémenté comme vous voulez. Donc, je vous répète, vous recevez un JSON, vous donnez un JSON.
et puis on a le retour. Donc tout commence avec le mot de réveil, le wake word, Alexa. Donc l'appareil est connecté en permanence, les micros sont activés en permanence, sauf si vous appuyez sur le petit bouton mute au-dessus. Sur le petit bouton mute au-dessus, c'est un coupe-circuit électrique, c'est physique, on coupe l'électricité des micros. L'appareil ne vous écoute pas quand vous le mettez sur mute, donc vous avez une garantie de confidentialité, à tout moment vous pouvez éteindre les micros de l'appareil. Mais en mode normal, les micros sont actifs tout le temps, il écoute tout le temps, mais il ne stream pas, il n'envoie pas le son qu'il capture vers le cloud. Il ne détecte que le mot-clé, le mot de réveil. Ce mot s'appelle Alexa, vous pouvez le configurer aussi sur Amazon, Echo ou Computer. Si vous êtes fan de Star Trek, vous pouvez dire Computer. À ce moment-là, le micro, enfin l'appareil va détecter où vous êtes par rapport à l'appareil et va créer ce qu'on appelle un beam pour écouter dans votre direction. Donc au-dessus de l'appareil, il y a 7 micros en cercle et on va utiliser 1 ou 2 micros dans votre direction pour capter le son qui vient de votre voix. On va utiliser les autres micros pour aussi capter le son ambiant et pour faire de l'annulation de bruit. Le but, c'est de capter un signal le meilleur possible et l'envoyer au système de reconnaissance de la parole le plus épuré, le plus propre possible pour faciliter la reconnaissance de la parole. C'est ce qu'on appelle du beam forming, donc on va vraiment, et on voit ça, il y a une petite lumière bleue quand Alexa vous écoute, il y a un endroit de la lumière bleue où la lumière est plus intense, c'est la direction où elle écoute. Pour cette raison, ne mettez pas votre appareil trop près d'un mur, parce que le mur va faire des réflexions sonores qui va diminuer la qualité de la reconnaissance. Le mien à la maison est sur une petite table basse à côté d'un canapé en tissu, et donc le canapé en tissu absorbe un peu de son, c'est pas top non plus. Idéalement, il doit être sur une table au milieu du salon, ça. Mais ce n'est pas toujours possible, madame n'est pas toujours d'accord. Hein. Puis il y a le fil qui dépasse aussi. À partir du moment où on a entendu Alexa, on commence à streamer l'ensemble vers le cloud. Donc quand la lampe bleue est allumée, l'ensemble de ce qui était entendu et épuré est envoyé vers le cloud, où là on va faire vraiment le traitement de signal. Donc après du traitement de signal basique, la première phase c'est du speech recognition. Oups. Donc vous dites Alexa, c'est le wake word, et donc la première phase, c'est du speech recognition. Speech recognition, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va traduire un fichier son, un MP3 pour simplifier, en texte. Donc si vous dites Alexa joue Michael Jackson sur Spotify, l'output de cette première phase speech recognition, c'est le texte joue, J-O-U-E, M-I-C, enfin, etc. Donc c'est du texte. Comment ça se fait? Ça se fait avec beaucoup de machine learning, des réseaux neuronaux, des transformés de Fourier pour trouver des groupes de vecteurs, décomposer les sons, enfin les groupes de vecteurs en phonèmes. Un phonème, c'est l'unité la plus unitaire, la plus basique de la parole. Donc c'est des groupes de sons. Et puis c'est utiliser des dictionnaires pour associer des groupes de sons pour faire des mots. Et puis d'autres langages, des langages basés sur le modèle pour associer des groupes de mots en phrases. Parce que si j'ai des groupes de mots, je vais avoir plusieurs hypothèses. Ça pourrait être ce mot-là, ce mot-là, ce mot-là. Mais la séquence de groupes de mots, le flux de groupes de mots, dépendant d'une langue, on va mettre des hypothèses sur certains groupes de mots plutôt que d'autres. Il y a des groupes de mots qui en français n'ont aucun sens, même si on pense avoir reconnu ça. La phrase n'est pas correcte en français. Donc il y a vraiment plusieurs traitements là pour aller du son à des phonèmes à des mots à des phrases. Toujours est-il que, une fois qu'on est là, avec beaucoup de machine learning, on a du texte. L'étape suivante, c'est de comprendre ce que vous avez dit. C'est très bien de savoir que le texte est J-O-U-E, M-I-C, etc., joue Michael Jackson. Il faut comprendre que joue, c'est un verbe, c'est mon intention, c'est ce que j'ai envie de faire, et que je ne veux pas jouer à un jeu, je veux jouer de la musique, ce n'est pas la même chose, peut-être un jeu qui s'appelle Michael Jackson, que Michael Jackson, c'est un artiste. Et d'où vient ma source j'ai une source qui est Spotify ou Deezer, et c'est de là que je dois aller le chercher. Donc l'output du NLU, c'est une intention. Dans ce cas-là, ça serait Play Music. L'intention, c'est vous, développeurs, qui donnez le nom. C'est comme une fonction. Et une intention peut avoir des paramètres. Ici, Artist Name, Michael Jackson. Prenons un exemple. Alexa, ouvre mon restaurant. Donc, wake word Alexa, ça c'est sur le device uniquement. Ensuite, on a défini toute une série de verbes pour démarrer une skill. Et puis, il faut un nom d'invocation pour dire, voilà, je veux démarrer cette skill-là et pas une autre. Ce n'est pas la SNCF que je veux, c'est mon restaurant. Ça, c'est le nom d'invocation de la skill. Ça pourrait être démarre mon restaurant, commence, lance, mets mon restaurant. Alors, certains verbes n'ont pas de sens, sauf si je parle de musique, mets RTL, mets Europe 1.
Ça aurait du sens. Toujours est-il que là, Alexa va comprendre que votre intention, c'est de démarrer une skill, et donc on va sélectionner la skill et envoyer un launch request à la skill. On va envoyer un JSON qui dit, voilà, il y a le client qui veut démarrer. À ce moment-là, vous ne savez pas ce que le client veut faire, donc c'est à vous, développeur dans la skill, de répondre, hey, bonjour, bienvenue sur mon restaurant, je peux vous aider à faire ça ou à faire ça, que voulez-vous? Vous posez une question, et ensuite, vous commencez le dialogue. L'autre possibilité, c'est le client, en un coup, il dit quel skill il veut utiliser et ce qu'il veut faire. Donc la phrase est un peu plus longue, mais là on dit ce que je veux faire et sur quel skill je veux le faire. Et donc là je donne une intention, Alexa demande à mon restaurant une suggestion pour le déjeuner. Donc on a le nom d'invocation et puis on a ce qu'on appelle une utérance, une phrase. Et pour donner cette utérance-là, il peut y avoir 1000 façons de le faire. Je veux une recommandation pour ce midi, pour le midi, je veux un bon endroit pour manger. Où puis-je manger, s'il te plaît, etc. Donc il y a toute une série de variations. C'est vous, développeurs, qui devez nous donner cette liste de variations. Alors je sais que c'est un peu impressionnant la première fois que je dis ça. Comment je vais faire? Et puis qu'est-ce qui se passe si j'en loupe? D'abord, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est très facile de faire un petit script qui, à partir d'un template, génère plein de variations avec le s'il vous plaît au début, avec le s'il vous plaît à la fin, s'il te plaît, etc. Donc vous allez trouver ça très facilement sur GitHub. Il y a plein de scripts qui existent. Et puis si vous en loupez, ce n'est pas trop grave. Alexa est capable de faire de l'inférence un peu. Si la phrase que dit le client est très similaire à une phrase que vous avez fournie, mais pas exactement la même chose, il y a de bonnes chances que notre NLU engine, notre NLU va quand même reconnaître l'utérance et taper dans la bonne intention. Si jamais vous avez vraiment loupé quelque chose, une fois que la skill est live, vous pouvez avoir des rapports sur comment les clients parlent à Alexa et quelles sont les phrases les plus prononcées auprès de votre skill. Et vous verrez, si une phrase n'est pas dans ce que vous avez supporté, vous pouvez toujours mettre à jour le modèle et faire une nouvelle version de la skill. Donc il y a moyen d'apprendre à partir du feedback des utilisateurs et d'améliorer cela. Il peut y avoir des variables dans les utérances, donc il ne faut pas faire toutes les variations possibles. Par exemple, recommande-moi un restaurant à 4 km de marche. Vous ne devez pas faire toutes les utérances, 4 km, 3 km, 2 km, 1 km. Vous dites juste ça, c'est une variable. Et comme toute variable, en langage de programmation, vous devez lui donner un type. Dans ce cas-ci, c'est un chiffre, mais ça pourrait être une date, ça pourrait être une heure, ça pourrait être d'autres choses. Donc, recommande-moi un restaurant avec 4 km de marche. Donc le NLU, notre engin d'NLU, il va mapper ces utérances, il va faire correspondre ces utérances sur des intentions. C'est vous, développeurs, qui donnez le nom de l'intention, recommandation intent, et une intention, elle est soit toute nue, soit avec des variables. Les variables, on appelle ça des entités ou des slots. Dans la littérature, en général, on dit des entités. Sur la console de développeur, on appelle ça des slots. Et le slot, c'est vraiment la variable. Donc vous lui donnez un nom, un type, et à l'exécution, nous allons résoudre la valeur. Et donc, ce que vous allez recevoir dans votre JSON, c'est ça, le nom de l'intention et éventuellement les paramètres. Donc j'anticipe une question. Non, vous ne recevez pas le texte exact de ce que nous avons compris. On ne vous donne pas la phrase exacte que l'utilisateur a donnée, ce qui vous empêche de faire votre propre NLU avec un autre engin. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne vous le donne pas. C'est essentiellement pour protéger la vie privée de nos clients, parce que de temps en temps, Alexa se déclenche, elle croit entendre Alexa. Et puis on croit entendre le nom d'une skill, et pouf, vous recevez quelque chose. Si on vous donnait vraiment le texte, vous pourriez capturer des informations qui ne sont pas dédiées à votre skill, et on ne veut pas partager ce genre d'informations avec les développeurs des skills. Okay? Donc c'est essentiellement pour ça qu'on ne donne pas le texte exact, on donne juste l'intention. Une fois qu'on a compris que c'est pour votre skill, quelle est l'intention à passer, quelle est la variable à passer, on appelle votre backend. Donc on fait un beau document JSON avec des tas de métadonnées, l'heure, des request ID, des tas de trucs, et le nom de l'intention, et les entités, et la valeur de ces entités, et on appelle votre backend. Donc je répète, HTTPS n'importe où, ou sur AWS avec Lambda. Comment vous traitez ça? Ça, c'est votre problème. Nous, on ne veut pas savoir. La plupart des skills vont appeler des bases de données, des API, ça peut être très compliqué ou très simple. La seule chose, c'est que vous devez nous répondre en disant 8 secondes, c'est le timeout d'Alexa. Il faut nous donner une réponse. Et dans la réponse que vous allez nous donner, c'est un JSON. Et dans le JSON, il va y avoir le texte qu'Alexa va prononcer au client. Donc, vous nous donnez juste le texte. Le restaurant que je vous propose aujourd'hui est blablabla. Ça, c'est du texte.
Dans le Cloud, on va générer la voix d'Alexa avec du text-to-speech. Donc on va transformer le texte que vous nous avez donné dans la jolie voix féminine d'Alexa et on va streamer ce texte, cet audio, sur les devices. Certains devices peuvent avoir des écrans également maintenant, donc vous pouvez aussi nous donner des directives pour afficher des informations à l'écran, soit dans l'application Alexa, ce qu'on appelle des cartes, soit, je suis un coup trop loin, soit sur les écrans des appareils. Donc les Echo Show ont des écrans tactiles, donc vous pouvez présenter une liste de valeurs, par exemple. Si le client recherche des recettes de cuisine ou des vols, c'est beaucoup plus facile de donner une liste d'options sur un écran qu'on puisse browser soit à la voix en disant Next, Previous ou au touch, que donner 5 valeurs à la voix, parce qu'après 3, la plupart des gens sont perdus. Donc pensez à combiner ce qu'on appelle le multimodal, pensez à combiner les supports graphiques avec les supports vocaux si l'appareil supporte le graphique. Comment est-ce que vous savez si l'appareil supporte le graphique? Simplement en regardant le JSON que vous recevez, on vous donne les interfaces supportées par l'appareil. Et donc vous savez si vous êtes sur un appareil audio uniquement ou sur un appareil audio plus graphique. Ça va? Je ne vais pas trop vite? Je suis toujours clair? Vous avez des questions? Une démo, on veut le voir. J'y arrive. Un petit moment. Pour déployer le code, ici dans la démo, je vais utiliser AWS Lambda. Qui connaît Lambda? OK. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Lambda, ce qui est tout à fait normal, Lambda, c'est un service d'AWS qui permet à vous, développeurs, de déployer du code sans déployer d'infrastructure. Vous avez peut-être entendu parler de serverless. J'ai un speech à 4 heures cet après-midi où on parlera de serverless et de Lambda très, très en détail. Donc je fais un peu de pub pour le speech suivant. Revenez si vous voulez avoir plus de détails sur Lambda. Mais OK, vous êtes développeur, vous savez que déployer du code, comment vous faites? Vous le développez sur votre laptop. Dans le meilleur des cas, vous le mettez dans un container et puis vous déployez le container. Mais enfin, moi, je suis de l'ancienne génération avant les containers. Je démarrais une machine Linux, il fallait installer Java ou je ne sais pas quoi, Tomcat, créer un zip, uploader le zip, machin. Et puis, il faut que cette machine elle soit hautement disponible. Il faut qu'elle soit en HTTPS, donc il faut un certificat hautement disponible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 machines, un load balancer devant. Enfin, vous connaissez tout ça. Ça fait quand même pas mal de travail juste pour héberger une petite pièce de code. Et donc, c'est ce que Lambda fait à votre place. Avec Lambda, vous zippez votre code, vous l'envoyez à Lambda, et Lambda fait tout le reste. Donc, Lambda, c'est un espèce de service de micro-container qui va exécuter votre code à la demande, souvent de façon asynchrone. Et donc, c'est un modèle parfait pour Alexa, parce que vous recevez un JSON, vous devez rendre un JSON, et vous n'avez pas à vous soucier de l'infrastructure. Il n'y a pas de machine virtuelle Windows, Linux à patcher, à maintenir, des patchs d'Apache, de certificats à renouveler. On fait ça pour vous. C'est le service de Lambda. Lambda est super cost-effectif, c'est pas très cher à utiliser. Il y a un modèle de pricing qui se fait à la requête. Et donc, c'est 20 centimes de dollars US hors taxe pour 1 million de requêtes à Lambda. Et le premier million est gratuit tous les mois. Okay? Donc, pratiquement pour Alexa, vous pouvez utiliser Lambda gratuitement. Il n'y a pas de coût lié à Lambda. Après, vous allez peut-être utiliser d'autres services, des bases de données, du stockage. Là, évidemment, vous pourriez être facturé. Essentiellement, 3 parties de code. Je vais un peu trop vite là. 3 parties de code. Donc dans le développeur portal, je vais vous montrer, vous construisez votre language model, la liste de vos intentions et des utérances. Souvenez-vous, les intentions, les utérances. Vous devez aussi nous donner des méta-informations sur votre skill, parce que quand votre skill va être publié sur le skill store, les clients s'attendent à avoir une description, un titre, une icône, des phrases d'exemple, etc. Donc c'est les métadonnées de la skill. Tout ça, ça se fait sur developer.amazon.com. Et puis il y a votre back-end, c'est Lambda. Donc ça fait 3 groupes d'artefacts à produire et à déployer. Jusqu'il y a peu, tout se faisait sur la console web, et donc c'était très difficile à versionner, à partager dans une équipe, etc. Mais on a introduit une API et une ligne de commande. Donc maintenant, tout ça, ça peut se faire, soit dans la console web, soit avec des fichiers JSON. Donc vous avez un fichier JSON qui liste toutes les intentions et les phrases, un fichier JSON avec les métadonnées. Ces fichiers JSON, ça fait partie de votre projet. Et ça doit vivre dans Git comme le reste, et vous pouvez les déployer avec la ligne de commande Alexa. Donc la ligne de commande Alexa, c'est un outil que vous pouvez installer, écrit en Node.js, donc c'est npm install ask CLI, qui va déployer
votre skill, manager votre skill à partir de votre terminal. Donc, si vous voulez automatiser, si vous voulez faire du DevOps, l'intégration continue, du déploiement continu sur des skills, vous pouvez le faire à partir de la ligne de commande Alexa. Structure d'un projet en ligne de commande. Un petit fichier de config dans une directory cachée, n'allez pas toucher à ce truc-là, sauf si vous savez exactement ce que vous faites, parce que vous pouvez tout casser, comme d'habitude dans les directories point quelque chose. Une directory lambda, custom skill, où vous allez retrouver par défaut, on part sur du Node.js, un fichier index.js. Les modèles, donc la liste des intentions et des utérances et des entités. Un fichier par langue, Alexa supporte une douzaine de langues aujourd'hui. Donc, je crois qu'on a 5 variations de l'anglais, anglais, proper English, British English, simplified English pour nos amis américains, canadien, indien, australien, ça c'est les 5 anglais. On supporte l'allemand, le français, le japonais, l'italien, l'espagnol. On a annoncé, je ne pense pas que ça soit déjà disponible, mais ça va l'être très bientôt, l'espagnol au Mexique, ça fait 11. Et puis, il y en a encore 2 que je ne peux pas encore dire, mais qui vont arriver très prochainement. Donc, ça fait pas mal de langues. Donc, chaque langue, chaque variation peut avoir un fichier différent. Pourquoi des fichiers différents dans la même langue? Par exemple, anglais américain, anglais canadien, ou français québécois et français de France, parce qu'il peut y avoir des différences dans la manière dont les gens parlent avec la skill, des différences de vocabulaire. Je n'ai pas d'exemple précis en québécois, mais enfin, vous pourrez en trouver certainement. Et donc, ça vous permet d'avoir vraiment une expérience liée à la langue, à la culture du client. Et puis le skills.json, c'est là qu'on a le manifeste, donc le titre de la skill, les icônes, les métadonnées, etc. Alors, je vous ai dit que vous pouvez développer en n'importe quoi votre back-end. Ici, l'exemple est en Node.js. Pourquoi en Node.js? Parce qu'on a 3 SDK. On a un SDK Node.js, un SDK Python et un SDK Java qui vous évite de devoir vous palucher à la main le low-level, d'aller parser le JSON, de construire le JSON de réponse et des trucs comme ça. Dans les SDK, on a des objets de plus haut niveau, comme un response builder, par exemple, où vous donnez with ceci, with ceci, with ceci, et ça vous génère le JSON de réponse. Même chose pour le parsing de l'entrée, vous ne devez pas le faire. Plus des facilités pour rappeler, pour persister des données, j'en parlerai à la fin si on a encore un peu de temps, pour persister des données en session, persister des données en base de données, etc. Tout ça, c'est built-in dans le SDK. Donc, si vous développez une skill, vous gagnerez beaucoup de temps à utiliser nos SDK. Vous n'êtes pas obligé de le faire, évidemment. Si vous aimez le code low-level et parser des JSON à la main, libre à vous de le faire. Si vous voulez utiliser un autre langage de programmation, vous allez très probablement trouver des SDK open source, gratuits, sur GitHub. Je sais qu'il y en a un pour Perl, il y en a un pour Ruby, je crois qu'il y en a un pour PHP. Mais c'est maintenu par la communauté, donc vous utilisez à vos risques et périls. Non, mais c'est peut-être très bien, mais ils ne sont pas nécessairement à jour avec les dernières fonctionnalités qu'on rajoute dans le SDK. Quelqu'un va demander une démo? Allons-y. On va coder, on va écrire du code. Alors, on va essayer de rafraîchir ça et de le faire un peu plus grand pour vous. Parce que je suppose que vous ne voyez pas grand-chose là. Ici, je suis dans la console de développement Alexa. Vous voyez une skill que j'avais créée pour la semaine passée. Vous pouvez toujours... Donc, la console de développement, pardon, je devrais commencer par là, c'est developer.amazon.com et vous utilisez un compte Amazon. N'importe quel compte Amazon, celui que vous utilisez pour votre shopping fonctionne très très bien. C'est entièrement gratuit, vous ne serez pas facturé pour cela. Si vous développez pour le compte d'un client, n'utilisez pas votre compte personnel parce que c'est le nom de ce compte-là qui sera publié sur le Skill Store à la fin. Donc pensez à créer un compte pour un client. Donc on peut toujours créer une skill, partir sur des templates, donner le nom de la skill, donner la langue de la skill, choisir entre custom, flash briefing, smart home, etc. Ici, je ne vais pas le faire parce que j'ai un public très technique devant moi, donc je vais utiliser la ligne de commande. On va le faire en hardcore et on va générer des fichiers et on va générer une skill ensemble. Hops. Donc l'outil pour manipuler des skills s'appelle Ask, Alexa Skill Kit. Pour l'installer, c'est npm install -j ask CLI, etc. Donc tout à fait classique. Pour créer une skill, ask new, et pour déployer une skill, ask deploy.
Et franchement, c'est aussi simple que ça. Si vous voulez faire Hello World et rien de plus, il suffit de ça. Donc faisons Ask New et voyons ce qui se passe. Ask New, ah oui. La toute première fois que vous avez un ask, vous devez faire ask init et lier votre identité Amazon à la ligne de commande. Elle doit savoir qui vous êtes pour savoir sur quel compte elle doit aller déployer les skills. Et moi, j'ai plein de comptes. J'ai un compte UK, US, italien, espagnol, France, etc. Donc, j'ai enlevé mon profil par défaut sur la ligne de commande. Si vous n'avez qu'un profil, il sera par défaut. Vous ne devez pas indiquer le profil. Moi, je dois indiquer mon profil pour m'obliger, moi, à penser sur quel compte je veux déployer ma skill. Parce que sinon, j'oublie toujours quel est mon profil par défaut. Je ne sais pas où est ma skill et je dois me connecter à 3 comptes pour aller retrouver ma skill. Donc, sur toutes mes commandes à moi, je vais devoir taper moins profil et le nom de mon profil. Si vous n'en avez qu'un, vous n'aurez pas ça à faire. Quel runtime? On vient d'intégrer Python 3. Ici, je vais partir en Node.js. Quel template? C'est juste pour ne pas partir d'une skill vide. Et on a une dizaine de templates ici, des quiz, un city guide, des decision trees, etc. etc. Comme c'est toute la première fois, je vais partir de Hello World. Ces templates-là, il n'y a pas de magie, ils sont tous sur GitHub. Vous allez sur github.com/Alexa et vous allez retrouver tous ces projets-là. Donc c'est juste que la skill connaît ces projets, va aller le chercher de GitHub et l'installer sur mon disque local pour que je n'ai pas à le faire moi-même. Le nom de la skill, skill sample Node.js Hello World, ça me semble bien. Et voilà. Donc j'ai une directory ici. Et on va ouvrir cette directory et aller regarder ce qu'il a créé. Donc, comme je l'ai mis sur le slide, il y a une fonction lambda qui est un poil plus compliquée. Il y a index.js, mais il m'a déjà installé toutes les dépendances ici. Il y a mes modèles américains pour le moment, avec des intentions. On voit qu'il y a un Hello World intent avec juste une utérance, hello. Il y a un skill.json avec une description, les phrases d'exemple, le nom de la skill, etc. Et je crois qu'ils ont été gentils aussi. Ah non, il n'y a pas encore. On va rajouter ça bientôt. On va rajouter des tests unitaires. Ça sera inclus dans le projet également pour directement mettre les développeurs sur la bonne voie et vous inciter à faire des tests unitaires. Tout le monde fait des tests unitaires, évidemment? Oui, bien sûr. Donc je vais d'abord déployer cette skill-là, vous montrer qu'elle marche, et puis on va la modifier après, on fera quelque chose de plus fun. Pour la déployer, je peux évidemment faire ça directement depuis ici. Ask deploy, -profil, c'est OK. La bonne chose avec la ligne de commande ask, c'est qu'elle connaît à la fois le backend AWS et le backend developer.amazon.com pour la skill. Et elle va parler aux deux en parallèle. Donc là, ce qu'elle est en train de faire, elle est en train de déployer la skill sur developer.amazon.com, le portal de développement d'Amazon. Elle déploie les modèles. On attend que les modèles doivent être compilés. Ça peut prendre 30 secondes, 1 minute. Ça dépend de la complexité du modèle et du nombre de personnes qui font ça en même temps que vous. Et puis après, la ligne de commande va déployer sur AWS également. Donc avec une seule ligne de commande et juste ask deploy, j'ai l'entièreté de ma skill qui est déployée. Je ne dois pas aller dans la console AWS pour déployer ma skill. Donc là, le déploiement de la skill est fini. Déploiement de la fonction, de la fonction lambda est fini aussi. La preuve, c'est que si je rafraîchis cette page-là, maintenant, je vais avoir une deuxième skill. Enfin, oui, skill sample Node.js. On voit bien qu'elle est US English et on voit bien qu'il y a un Hello World intent avec une utérance, hello. Donc c'est vraiment ce que j'avais dans mon code là-bas. Je peux tester cette skill directement. Je peux faire ask dialog. Et ça va lancer, ah oui, je veux dire dans quelle langue, même s'il n'y en a qu'une. Ça va lancer un dialogue. Je peux dire ouvre, j'ai oublié, c'était quoi le nom d'invocation de cette skill. C'est ici tout en haut. Non, c'est ici tout en haut. Hello World. Oui, j'aurais dû m'en douter. Hello, hello. Il y a un peu de latence. Welcome to the Alexa Skill Kit, you can say hello. Hello. D'où viennent ces réponses? Ils viennent de mon back-end de ma fonction lambda. Si on va regarder dans ma fonction lambda, j'ai
un launch request, donc quand je lance la skill sans dire ce que je veux, ouvre Hello World, et on voit que la réponse est Welcome to the Alexa Skill Kit, you can say hello, et puis on utilise le SDK pour construire la réponse JSON. Et puis j'ai aussi un Hello World Intent Handler, donc cette partie de code est appelée quand on reçoit un Hello Intent, et celle-là elle dit Hello World, et elle balance la réponse. Donc c'est vraiment mon code lambda qui reçoit les JSON et qui fournit les réponses. Je peux aussi regarder les JSON si je fais ask simulate. Texte, open hello world. Et donc là, plutôt que d'avoir un dialogue multi-turn comme avec la commande dialogue, j'ai l'ensemble des JSON qui ont été passés à la skill. Donc j'ai le résultat de ma simulation, j'ai le payload qui a été passé à la skill, et j'ai la réponse qui a été envoyée par la skill, où on voit ici le texte « Welcome to Alexa Skill Kit, you can say hello ». Donc si vous voulez construire des frameworks de tests pour faire du test d'intégration, faire des tests de non-régression, etc., vous pouvez automatiser l'ensemble de votre déploiement avec la ligne de commande. Si vous apprenez, peut-être que la ligne de commande c'est un peu trop hardcore, tout ce que je fais avec la ligne de commande, on peut le faire évidemment dans le portal ici, sur l'onglet Test. Il y a un simulateur d'Alexa, on peut le dire Alexa Open Hello World. Ah. Sorry, I'm not sure about that. Hello World. Welcome to the Alexa Skills Kit. You can say hello. Hello. Hello World. Et donc et on peut voir ici les JSON qui sont envoyés à la skill et les JSON qui sont retournés par la skill. Il me reste 10 minutes, allons-y pour une petite modif. On va rajouter une langue, évidemment. On va le faire en français. FR. On va dire que le nom d'invocation en français, ça va être, je sais pas, démo. Bonjour le monde. Et on va dire bonjour comme Hello World Intent. Donc là, j'ai rajouté du français à ma skill. Je vais aussi le faire dans la description de la skill, parce que si la skill supporte le français, il faut que dans le skill store, on ait une description en français ici. Donc je vais juste copier la description de la skill anglaise, dire que c'est du français, je ne traduis pas, on n'a pas le temps, mais enfin, vous avez l'idée. Donc là, j'ai changé la partie skill. J'ai rajouté donc un fichier français avec un nom d'invocation en français, notez l'accent, et une utérance pour mon Hello World Intent en français. Et j'ai changé aussi la description de la skill, enfin j'ai rajouté une description française. Maintenant, je dois changer mon backend. Alors, je vais faire un truc qui est très laid, qu'on ne fait que dans des démos, que vous ne ferez pas en réalité. Je vais hardcoder mes chaînes, mes strings dans le code là. En réalité, évidemment, vous allez avoir un fichier séparé avec les strings anglaises, les strings françaises, les strings, etc. Oui, évidemment. Il y a deux endroits que je dois changer. Est-ce que je peux dire ouvre démo, et ça c'est le launch request que je vais recevoir, ou dans un dialogue, quand je dis juste hello, enfin bonjour en français, c'est la réponse hello world. Donc on va dire if handler input.request.envelope.request.local. L'autre chose que je fais, qu'il ne faut pas faire dans la vraie vie, c'est d'assumer que ce truc-là est correct, il n'est pas undefined. En réalité, il peut y avoir des tas de choses qui vont se passer. Mais globalement, ce que je dis ici, je reçois une locale en français, alors mon speech text sera bonjour. Alors si je mets Lux.io, elle ne va pas prononcer IO, à moins qu'elle soit super intelligente. Et ça, je ne sais pas du tout comment elle va prononcer ça. Mais ça va être I-bar-O. Je peux expliquer après comment on peut lui faire prononcer IO en français. Et on va changer ça ici aussi. Hop. Bienvenue sur Alexa Skill Kit. Vous pouvez dire bonjour. Bienvenue.
Il y a des fautes d'orthographe? Ah non, c'est parce qu'ils pensent que c'est de l'anglais, donc ok. Si j'ai pas fait de faute, request local, je peux essayer de redéployer. Ça va? J'ai une vingtaine de personnes qui font du QA, n'avaient pas fait de faute, c'est bon? Donc, la skill est en train d'être mise à jour. Les modèles sont en train d'être mis à jour. Et puis après, la fonction lambda sera mise à jour. Alors maintenant, il y a 2 modèles à compiler, donc ça prend un poil plus de temps. Si je reviens dans ma console de développeur, vous pouvez voir maintenant que j'ai 2 langues. J'ai French également. Et dans French, le nom d'invocation, c'est bien démo. Et mon Hello World Intent, c'est bien bonjour. Voilà, les modèles ont été buildés. Maintenant que les modèles sont buildés, la fonction lambda a été déployée. Et bien c'est bon, si je n'ai pas fait d'erreur, on va pouvoir tester ça. Donc je reviens ici, dans ma console de test. Comme ça, on aura la voix d'Alexa en français également. Et on peut dire ouvre démo. Désolé, je ne sais pas. Voilà, ça c'est lance démo, peut-être. Je ne sais pas. Elle ne sait pas. Si j'avais mis un accent, mais c'est peut-être l'accent qui la perturbe. Désolé, je ne suis pas sûr. Comment est-ce qu'on débug ça? On va prendre les logs de lambda. Non. Non, je ne suis pas vicieux à ce point-là. Oh, shit. Ok, je vais les prendre en console, ce sera plus... sur quel compte je suis? Sur quel compte je suis? Le problème, c'est de savoir où est ma fonction lambda. La manière de débugger ça, c'est d'aller voir dans les logs lambda. C'est probablement où je peux... Ouais, on peut essayer de changer le nom d'invocation pour virer l'accent. Faire juste démonstration. fr.fr. Ask deploy. Et pendant qu'il fait ça, je vais aller voir mes logs lambda. Comment est-ce que je peux trouver mon log lambda? En allant voir où est mon code US East. C'est pour ça que je ne le voyais pas ici. Donc on va aller rapidement sur la côte est des États-Unis. Et ici, on a ma fonction. Et on peut aller voir les logs ici. 12h06. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'erreurs qui ont été loguées. Ça, c'est pas bien. Donc, c'est peut-être aussi parce qu'elle a pas reçu l'invocation. Donc, le nom maintenant, c'est démonstration. Hop. Quelle est ma console? Elle est là. Juste pour être sûr, on va désactiver. Maintenant, c'est la console qui time out. Ouvre. Bienvenue sur Alexa Skill Kit. Vous pouvez dire bonjour. Bonjour. Bonjour Luxio. Luxio. Voilà.